Le président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Nous allons à présent donner la parole à l'accusation pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Question. Merci, Monsieur le Président. Si je puis demander conseil à la Chambre au sujet de la question du temps. Nous avons commencé un peu en retard avec ce témoin. À 1h49, on nous avait accordé une demi-journée. Je sais, nous comprenons bien que la Chambre entend siéger demain également. Nous aimerions savoir si nous et les parties civiles, nous aurons la possibilité de continuer à interroger le témoin demain matin ou si vous avez l'intention de nous faire terminer aujourd'hui. Le président. Pouvez-vous nous indiquer de combien de temps les avocats principaux aimeraient disposer pour pouvoir aller au bout de l'interrogatoire du témoin? Réponse. Monsieur le Président, les parties civiles aimeraient disposer d'1 heure pour pouvoir poser leurs questions à ce témoin. Le Président, Monsieur le coprocureur, poursuivez. Votre requête est acceptée. Dès lors, vous pourrez poser vos questions pour le restant de l'après-midi et demain matin, la Chambre accordera 1 heure aux parties civiles pour qu'elles puissent interroger le témoin. À l'accusation, je vous remercie, Monsieur le Président. Mr. Kung Kim, you've heard the President. Question. Monsieur le témoin, vous avez entendu le Président. Nous disposons d'1 heure. Nous allons essayer de parcourir le plus de chemin possible. Avant la pause, nous avons abordé la question de la manière dont les civils ont été contraints de quitter leur logement et le fait que l'eau avait été coupée, l'eau courante. Dans ce même entretien avec des SECAM, il y a un segment qui porte sur 2 incidents, Khmer 00 548 36 et français 00 40 33 51, anglais 00 633 875.
et je vais lire quelques passages pertinents. Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre faisait rapport aux échelons supérieurs? Réponse, moi je rapportais, et les autres rapportaient aussi, mais on en discutait entre nous dans notre groupe avant de faire les rapports. Un peu plus bas, une question. À quel niveau rapportiez-vous? Et votre réponse est au niveau du chef de bataillon. C'était le niveau immédiatement au-dessus du nôtre. Est-ce exact, monsieur le témoin? Est-ce que vous faisiez rapport sur la progression de l'évacuation au commandement du bataillon? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre un instant. Au conseil de monsieur Yengsari, je vous en prie, maître, madame. Merci, monsieur le président. Je ne me suis pas levé pour faire objection à cela, mais le président a déjà ordonné que le document soit retiré au témoin. Cependant, le document reste affiché à l'écran. Est-ce que l'on peut l'enlever de l'écran, s'il vous plaît? L'accusation. Monsieur le Président, je ne pense pas que le document est présenté au témoin. Si ce document est accessible au témoin, c'est par inadvertance et nous allons le faire retirer immédiatement. Le président, effectivement, donc le document est retiré de l'affichage numérique. Donc revenons, Monsieur Kong Kim, à la structure de rapport. Est-il exact que vous faisiez rapport au commandant de bataillon en ce qui concerne la progression? Je crois que nous avons une autre objection. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre un instant. Conseil de Nunchea, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Pour être équitable avec le témoin, je crois que le procureur devrait lire le paragraphe précédant la question parce qu'il ne parle pas uniquement du rapport sur les progrès de l'évacuation, mais il fait rapport sur des faits spécifiques décrits dans la réponse à la question précédente. Donc il faut pouvoir donner le cadre contextuel au témoin pour lui demander d'intervenir sur la partie suivante. J'aimerais donc qu'on lise la partie précédant ce passage. L'accusation. Monsieur le Président, je vais répondre comme suit. Dans nos interrogatoires, ces interventions devraient être rejetées. Nos éminents confrères peuvent se reporter au document quand ils le veulent et trouver tout le contexte qu'ils veulent. Le document fait 50 pages, j'en saisis un extrait, je demande au témoin de préciser sa pensée. Il est parfaitement capable de nous préciser spécifiquement les faits auxquels il est fait allusion et c'est la raison pour laquelle je pense que cette objection devrait être rejetée. Le président, l'objection est rejetée. Le témoin répondra donc à la question qui a été posée par le procureur. Monsieur Kim, désirez-vous que je répète la question? Réponse. Oui, s'il vous plaît. Question. Est-il exact que vous faisiez rapport au niveau du bataillon en ce qui concerne la progression de l'évacuation? Réponse. À cette époque, j'étais jeune et je ne faisais pas rapport à l'échelon du bataillon. Moi, je ne connaissais que les chefs de compagnie et de peloton. Donc,
le rapport ne pouvait atteindre, mon rapport ne pouvait atteindre que le niveau le plus élevé, en l'occurrence, c'était la compagnie. Question, est-ce que votre groupe informait le commandement de la compagnie de la progression de l'évacuation? Réponse. La force principale avait déjà procédé à l'évacuation de la population. Là où nous étions cantonnés, nous avons pu remarquer qu'il restait des habitants. Nous avons donc dû aller les chercher et c'est une activité qui a été entreprise à l'échelon de la compagnie. Merci. Question. Si je me pense sur votre position dans vos déclarations au bureau d'écho, au juge d'instruction, première question, on nous a demandé de décrire votre histoire avant 1975. Vous avez répondu, j'étais un soldat de la division 310 dans la zone nord. J'étais chef d'escouade. À l'époque, chaque escouade était composée de 12 membres. Il y avait 3 escouades subordonnées à un peloton. Avez-vous continué à occuper ce poste en tant que chef d'escouade pendant l'évacuation de Phnom Penh? Réponse. Avant l'assaut sur Phnom Penh, je n'avais pas encore été promu chef d'escouade. Lorsque Phnom Penh a été capturé, j'ai été promu chef d'escouade. Bien, si l'on se tourne maintenant vers les activités des unités pendant l'évacuation, ce que l'on disait aux évacués. Revenons à la déclaration faite à DCCAM. ERN Khmer 00054 83 9 français 004 033 55 et en anglais 00 633 879. La question qu'on vous pose est la suivante. Que disait-il aux personnes qu'il trouvait dans les maisons? Que leur disait-il? Et votre réponse est la suivante. Nous leur disions que le commandement leur ordonnait de partir et que s'ils résistaient, ils seraient fusillés. Nous utilisions le pouvoir de les fusiller. On ne leur a pas dit qu'ils devaient aller faire telle ou telle chose. On leur disait cela et on sortait. S'ils ne quittaient pas la maison après avoir reçu la consigne, on pénétrait dans la maison et ils étaient abattus. Et s'ils ne partaient pas, c'était à ça que l'on servait. Est-ce que ceci résume de manière exacte votre déclaration et ce qui s'est produit en avril 1975, c'est-à-dire que si les habitants refusaient de partir, ils étaient exécutés ou abattus? Réponse. Après qu'un grand nombre de personnes aient été évacuées, il n'y avait pas encore d'ordre d'exécuter les gens. L'ordre a été donné lorsqu'il est resté des poches de soldats qui se mélangeaient aux civils parce que nous avons pu observer que certains soldats attaquaient nos troupes et donc nous avons reçu l'ordre
de tuer quiconque était resté en arrière, parce que ces personnes pouvaient être considérées comme des ennemis, puisqu'ils avaient déjà résisté au plan d'évacuation. Et donc nous avons fait des efforts pour dire aux personnes qui restaient dans les étages de descendre afin qu'ils puissent être évacués. Et ceux qui n'exécutaient pas l'ordre devaient être abattus. Des coups de feu furent échangés et les ordres furent appliqués. Question, je vous remercie. Restons sur le même thème. Passons à l'ERN 00, non, l'ERN Khmer 54 83 4, français 0040 33 50, en anglais 00 633 874. La question était qu'est-ce qui avait... Les cadavres étaient morts de quoi? Et la réponse est la suivante. Lorsqu'on était arrivé en ville, si on voulait tirer sur les gens, on le faisait. La valeur de la vie des gens était inexistante. Si on voulait tirer sur les gens, on pouvait le faire. La seule chose qu'on ne pouvait pas faire, c'était se tirer sur nos propres soldats. Mais la population, si on voulait tirer, on pouvait tirer et on n'était pas puni pour cela parce que c'était nos ennemis. À ce moment-là, le tracteur avait poussé tous les cadavres dans la rivière. À partir du kilomètre 6, il y avait énormément de corps qui jonchaient la route. Donc, revenons sur ce témoignage, M. Kim, est-il exact, comme vous l'avez dit ici, que si les troupes Khmer Rouge désiraient abattre des civils, la population de la ville pouvait le faire et ils ne seraient pas punis? Est-ce exact? Réponse. Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre un instant. Monsieur le co-conseiller international, monsieur Nunchea, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense que cette question demande au témoin de spéculer. Il ne peut pas témoigner ici au nom des soldats Khmer Rouge. Il ne peut témoigner que ce qu'il a vécu lui-même, et c'est à cela que son témoignage doit se limiter. La question peut être reformulée. Si elle ne l'est pas, nous y faisons objection. Le procureur, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec mon éminent confrère quant au fait qu'un chef d'escouade n'a pas de commentaire à faire sur ce qu'un soldat Khmer Rouge était autorisé à faire. Je pense que c'est parfaitement approprié. Il était au bon endroit, au bon moment. Il était membre de ses forces. Il avait reçu les ordres. Et la question, telle que nous la présentons, est parfaitement appropriée. Le président, l'objection du co-conseil international de M. Nunchea n'est pas retenue. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question qui vous a été posée par le co-procureur. Réponse. En ce qui concerne les cadavres le long de la rivière, j'ai vu des corps qui flottaient dans la rivière, mais je ne savais pas s'ils avaient été abattus ou pas. Pour ce qui est des corps qui jonchaient la route,
Ils avaient pu être tués dans les échanges de coups de feu. Et la tâche des soldats était de dégager la voie de ces cadavres, et c'est la raison pour laquelle le tracteur a été utilisé pour tirer ou pousser tous ces cadavres jusqu'à la rivière. Question, mais ça ne répond pas à ma question. Ma question est la suivante. En relisant la déclaration que vous avez faite, soit que vos forces avaient le droit de tirer sur la population, ma question est la suivante. Est-ce que la déclaration que vous avez faite à ce moment-là est exacte, c'est-à-dire que vos forces, les forces Khmer Rouge, avaient le pouvoir et l'autorité de tirer à vue sur la population, qu'il n'y aurait pas de punition si de telles exécutions avaient lieu? Réponse. Je dois dire que ceci ne s'est produit qu'avant notre entrée dans Phnom Penh, parce qu'il y avait des combats jour et nuit. Et à ce moment-là, les civils qui se trouvaient, ou les personnes qui étaient sur le champ de bataille, devaient être abattus. Une fois entrés dans Phnom Penh, nous n'avons pas reçu l'ordre de tirer sur les gens. Les gens avaient déjà été tués, soit par des balles perdues, soit par des tirs d'artillerie, soit par des grenades, de lance-grenades qui étaient tirées de très loin. Nous ne savons pas. Question. Essayons de rafraîchir votre mémoire un peu plus sur cette question précise. Le même document, ERN Khmer 000 54 84 0, français 00403 355, anglais 0066 33 87 9. Et la question qui vous était posée était: est-ce qu'il y avait un plan indiquant qu'à la vue d'une pagode, il fallait la détruire? Votre réponse est la suivante. Pendant la première étape, il n'y avait pas de plan de destruction des pagodes. La seule chose qu'on devait faire lorsqu'on entrait dans Phnom Penh, c'était de faire en sorte que la population et les moines soient évacués. Ils étaient considérés comme équivalents, ils devaient être expulsés. En termes généraux, on avait le droit de leur tirer dessus et de les forcer à évacuer. Et c'est exact, Monsieur Kon Kim, lorsque vous déclarez cela. Donc, lorsque vous dites, en résumé, on avait le droit, s'ils ne partaient pas, on avait le droit de les exécuter. Et c'est exact. Est-ce que ceci correspond à la réalité, par contre? Réponse. La réalité est la suivante. Pendant l'évacuation des personnes, s'il n'y avait pas d'échange de coups de feu provenant des adversaires, on ne tirait pas dessus. Mais si dans d'un groupe de civils, des tirs étaient dirigés contre nous, nous avions l'ordre de riposter. Mais s'il n'y avait que des civils, nous n'avions pas d'ordre de les abattre. Et les pagodes n'étaient pas des cibles marquées pour la destruction. Les pagodes sont restées intactes. Dans un passage que nous avons examiné antérieurement, je vous ai lu la citation suivante. Nous leur avons dit, le commandant leur a ordonné de partir. S'ils résistaient, ils seraient abattus. Est-ce que c'est quelque chose que vous disiez aux civils pour les forcer à partir? Est-ce que vous leur avez dit que s'ils résistaient, ils seraient tués? Réponse. Mon escouade était sur sa position. Il y avait une force spécifique qui procédait à l'évacuation, qui
s'exprimaient avec des haut-parleurs pour lancer des appels à la population dans les étages pour qu'ils descendent au niveau de la rue pour être évacués. Après que la majorité de la population ait été évacuée, des groupes spéciaux et des escouades restantes ont dû s'occuper de ceux qui étaient restés en arrière. Et là, il y avait un ordre que ceux qui étaient restés en arrière devaient être considérés comme des adversaires et qu'ils pouvaient être abattus si l'occasion se présentait. Je vous remercie d'avoir précisé cela. Question. Tournons-nous maintenant vers la structure et la nature de votre unité particulière. Donc, dans l'entretien des SECAM, à nouveau, à l'ERN Khmer 00 548 36, français 00 403 352, anglais 00 633 876. Il y a le segment suivant que j'aimerais que l'on considère. Question. Dans toutes les directions. Réponse oui dans toutes les directions. Et puis, c'était aux autres de déterminer l'endroit où on envoyait ces personnes. Notre consigne était de faire en sorte que ces personnes soient expulsées de la ville. Ensuite, question, et vous ne les escortiez pas? Non, on ne les escortait pas. Il y avait des unités différentes de soldats qui étaient postés le long de la route pour leur dire où aller. Tout ce que nous faisions, c'était de les regrouper. Donc ce que nous avions à faire, nous, c'était de nous rendre dans les maisons pour les en sortir. Est-ce que c'était vous, question, qui les avez sortis des maisons? Oui, c'est nous qui les avons sortis des maisons pour les amener vers le groupe. Donc ceci est pour assurer la clarté. Est-ce que la tâche de votre groupe consistait à faire en sorte que les personnes ne soient plus dans les maisons, qu'elles soient expulsées des maisons et qu'elles soient expédiées le long de la route jusqu'à ce qu'elles rejoignent une autre unité qui les prendrait en charge? Réponse. La population n'a pas été évacuée de manière arbitraire. Nous n'avions pour consigne que d'évacuer la population autour de notre position. En tant que soldats, il fallait que les civils ne puissent plus être dans les logements parce qu'il fallait pouvoir y cantonner les soldats. Nous n'avons donc évacué la population que là où nous avions été postés. Question. Je vous remercie d'avoir précisé ces aspects de vos réponses. Quelques questions encore portant sur cette période. Nous discutions tout à l'heure des affrontements avec les forces de la République khmer et du traitement qui avait été accordé aux forces de la République khmer. Dans l'entretien des SECAM, il y a le passage suivant, ERN Khmer 000 548 39, français 00 403 354 et anglais 00 633 878. Question. Qu'est-il advenu des moines dans les pagodes? Réponse. Tout le monde, il fallait chasser tout le monde, y compris les soldats du régime précédent. Quant aux soldats, s'ils ôtaient leur uniforme, ils auraient la possibilité de survivre plus longtemps. Mais s'ils ne quittaient pas l'uniforme et qu'ils résistaient, ils seraient abattus. Is that a correct statement that s'agit-il là d'une description exacte du fait que ceux qui restaient en uniforme étaient abattus?
Réponse. Lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh, les soldats qui ne résistaient pas et qui choisissaient de suivre le reste de la population et d'être évacués ont été épargnés. Par contre, ceux qui nous ont résisté, en particulier ces soldats qui étaient en groupe et qui ne sont pas battus en retraite, nous avons dû leur tirer dessus. Et il y a donc eu des échanges de tirs lorsque l'on croisait de tels soldats en uniforme. Thank you. Le procureur. Je vous remercie. Dans le procès verbal de votre audition avec les enquêteurs au juge d'instruction, vous discutez de la destruction d'une église à Phnom Penh. Et vous en parlez aussi dans votre entrevue avec le DCCAM. Je manque de temps et je ne veux pas aller dans les menus détails de la destruction de l'église, mais j'aimerais vous poser quelques questions. On le retrouve la mention dans l'entretien du DCCAM à l'ERN 000-54816 en Khmer. En français 0040 33 69 en français et en anglais 00633 892 en français. En anglais. Le président. Monsieur le procureur, pouvez-vous répéter les ERN, s'il vous plaît? Le procureur, certainement, Monsieur le Président. En Khmer, 00054856. En français, 00403369. Et en anglais, 00633 892. Une fois de plus, je ne veux pas en parler dans tous les détails, mais il y a un aspect de cette mention pour lequel j'aimerais plus de précision. On vous pose la question suivante. Comment saviez-vous que des matériaux comme du matériel d'explosifs et des matériaux d'équipement appartenaient au centre? Comment le saviez-vous? Vous répondez, parce qu'ils ont fait venir l'équipement, comme des camions et des bulldozers. Et dont ils s'en servaient à cet endroit. La division n'avait pas de tels équipements. Après la chute de Phnom Penh, la division n'avait même pas de camion. Il n'y avait aucun camion dans les divisions. Donc, quand vous dites que ces camions appartenaient au centre, à quel organisme faites-vous ici référence? Quel organe plutôt? Que veut dire le centre? Réponse. Après l'évacuation des gens à Phnom Penh était vide, déserte, et nous avons reçu comme instruction de démolir l'église catholique. J'ai reçu l'ordre de la compagnie. Et c'est à nous qu'on a confié la tâche de faire exploser les bombes et elle était détruite par la suite. C'était les équipements des armées centrales. À partir du moment où nous arrivions à Phnom Penh, nous ne faisions plus partie des forces armées des zones, mais bien des forces centrales. Et donc, cela appartenait aux divisions. Nous étions dans la division, ou plutôt, lorsque nous étions dans la division, nous ne voyions pas de camions, mais lorsque nous sommes arrivés à Phnom Penh, nous avons constaté qu'il y avait toutes sortes de camions qui emportaient les détritus. Je ne sais pas où ils ont emporté les détritus, mais notre tâche qui nous avait été confiée était de faire sauter l'église.
Le procureur, toujours dans ce même passage que je vous ai cité, vous dites que cela a pris à peu près 3 mois pour détruire l'église. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que cela a pris autant de temps? 3 mois pour détruire l'église. Réponse. 3 mois, oui. Nous n'avions pas mobilisé beaucoup de force pour cette tâche. Et donc à l'époque, on nous a dit de faire exploser, des explosifs à différents endroits. Nous avons dû les faire l'un après l'autre, tel que il avait été ordonné par les supérieurs, jusqu'à que l'église soit entièrement détruite. Le procureur, mais je vous remercie. Saviez-vous qui était le commandant des divisions du centre? Vous dites que votre division est devenue une division du centre. Savez-vous donc qui avait le commandement général des divisions du centre? Réponse. Et moi, j'ai reçu l'ordre du commandant de la compagnie. Et lorsque nous faisions exploser, il y avait Simon Chet, qui lui était du peloton, du bataillon plutôt. Et donc lui a supervisé la démolition de bâtiment. Il y avait d'autres personnes aussi qui avaient été accueillis par les gens qui étaient là, mais je ne connaissais pas leur rang. Le procureur. Je vous remercie. Le temps presse et donc je vais passer à un autre endroit où vous avez travaillé. Et cela nous servira à étudier les structures de commandement au sein des forces. Dans le procès verbal D-166/74, vous évoquez une prison à laquelle vous avez été envoyé comme garde. La page pertinente en Khmer 00 270166 ou 165 allant sur 166, en français 0048 60 98 et en anglais 00278 683. Vous dites, à la fin de l'année 1975 ou au début de l'année 1976, on m'a envoyé monter la garde à une prison au nord de Wat Phnom. Cette prison était celle de la division. Nous étions 32 à assurer la garde. Pour ce qui était du travail d'interrogatoire, c'était d'autres qui s'en chargeaient. Parmi les prisonniers, il y avait des comités de secteur et des comités de district. Je vais vous poser une question et j'aimerais que votre réponse soit la plus précise possible. Quand cette prison de la division 310 a-t-elle été créée? Réponse. C'est le bataillon et le régiment qui m'ont donné l'ordre d'aller monter la garde à cette prison. J'y étais détaché à la fin de l'année 75 ou début de l'année 76. Et il y avait différentes escouades au sein du peloton et
il y avait ceux qui s'occupaient des 3 autres escouades. Moi, j'avais la responsabilité d'une escouade. Cette prison n'avait pas été construite récemment. Elle datait de l'Ancien Régime. Moi, j'y étais envoyé pour monter la garde. La tâche principale était d'assurer la protection de la prison. J'ai vu un jour arriver un camion qui transportait des prisonniers. Tous avaient les yeux bandés et ces prisonniers ont été débarqués du camion, ont été envoyés donc à l'intérieur de la prison. Il y avait différentes sections d'ailleurs à la prison. Il y en avait une au sous-sol, c'était la prison obscure, et 2 autres sections. Le procureur, merci pour cette réponse très complète. Je vais toutefois répéter ma question précédente. Et si vous ne connaissez pas la réponse, veuillez, je vous prie, juste nous dire que vous ne le savez pas. Quand la prison a-t-elle été créée? Était-ce tout de suite après l'évacuation de Phnom Penh? C'est-à-dire la prison telle que gérée par la division 310. Et je sais, parce que je comprends très bien que ce bâtiment existait avant et qu'il avait servi comme prison avant. Ma question à savoir, c'est quand la division 310 a-t-elle pris le contrôle de cette prison? La réponse, comme je l'ai dit, c'était déjà une prison, ou plutôt, l'interprète se reprend, elle a commencé à servir comme prison à la fin de l'année 75 et début de l'année 76. Le procureur, je vous remercie. Savez-vous, et dites-nous si ce n'est pas le cas, qui a donné l'ordre que cet endroit serve de prison? Je ne savais pas. Je ne savais pas qui avait donné l'ordre que cette prison soit créée. J'ai simplement reçu l'ordre d'aller monter la garde. Question. Je vous remercie. Mais qui vous a donné l'ordre d'aller monter la garde à l'intérieur de la prison? Était-ce l'un de vos supérieurs au sein de la division 310? Réponse. Mon supérieur immédiat était le commandant de la compagnie. Il s'appelait Rain. Il y avait Song, qui était le commandant du régiment, et Yim, qui était le chef du bataillon. J'ai donc reçu l'ordre directement de Rain, qui lui était le commandant de la compagnie. Question. Si l'on considère les prisonniers, cette prison, donc dans la partie précédente que je vous ai lue, vous avez dit que parmi les prisonniers, il y avait des comités de secteur et des comités de district. Et vous dites plus loin, à l'ERN en Khmer 00270-167, ou plutôt 00270-166, en français 0048-60-98, et en anglais 00278-684. Vous dites. Par la suite, mon propre commandant, c'est-à-dire Eun, a été arrêté. Je l'ai vu j'ai vu qu'il était enchaîné. Il y avait aussi le commandant Song, le commandant du bataillon Yim et le commandant de la compagnie Po, et qui ont été incarcérés dans cette prison. Pouvez-vous nous dire où vous avez vu que le commandant Eun avait été arrêté?
Réponse. J'étais chargé de monter la garde. Mais plus tard, au début de l'année 76, j'ai vu que les commandants avaient été arrêtés, tant le commandant de la division que du régiment que du bataillon. Je les ai reconnus. J'ai vu qu'ils avaient été arrêtés, envoyés à l'hôpital. Et après, quand j'ai vu, j'avais dit que ces gens étaient mes chefs et c'est pourquoi on m'a transféré à l'extérieur de la prison et je n'ai travaillé plus là. Question. Toujours dans l'intérêt du temps qui nous reste, dans votre entretien avec le DCCAM, j'aimerais citer la page en Khmer 000 548 50, en français 0040 33 63 et en anglais 00633 887. Vous y discutez des interrogatoires des prisonniers à cette prison. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est bien sûr les structures hiérarchiques. Question, ceux qui interrogeaient, ceux qui arrêtaient, ceux qui faisaient sortir les prisonniers, faisaient-ils aussi partie de la division 310 ou d'autres unités? Réponse, non. Ils n'étaient pas de la division 310. On les appelait l'état-major du centre. C'était des gens du centre. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendiez dans cette entrevue par état-major du centre? À quel organe faites-vous référence? Réponse. En tant que garde à cette prison, nous avions remarqué que les interrogateurs ne faisaient pas partie de notre division. C'était des membres travaillaient pour l'état-major et eux répondaient à un commandement supérieur à notre division. Notre tâche à nous était de monter la garde. Et nous n'avons vu, tout ce que nous avons vu, c'était que des prisonniers étaient admis dans la prison et qu'on les torturait. Le procureur. Toujours sur ce document, en Khmer 00 054844, en français 00 403358 et en anglais 00633 882. Je donc veux vous citer. Quand ils ont organisé une réunion pour dire votre commandant était le traître, réponse, je ne connaissais pas le nom, ils sont venus tenir la réunion et ils ont dit que le commandant de division avait été arrêté car il était le traître. Et donc, il avait un nouveau dirigeant, un nouveau commandant. Question, mais quelle unité a organisé la réunion? Réponse, ils étaient du centre, ils étaient l'état-major du centre. Cet état-major du centre, est-ce le même que vous décriviez plus tôt? Celui dont faisaient partie les gens responsables des arrestations? Réponse. Lorsqu'ils ont arrêté les commandants de la compagnie jusqu'au niveau de la division, en 1976, au début de l'année 1976, ils nous ont transférés à l'aéroport de Kampong Chhnang,
À l'époque, il fallait construire l'aéroport et nous devions aider à construire le bâtiment. À l'époque, c'était Pond qui nous supervisait. Et c'est l'état-major, c'était des gens du sud-ouest qui qui travaillaient en étroite collaboration avec le centre. Donc, les soldats du sud-ouest avaient reçu la tâche de surveiller nos forces, car nous étions considérés comme des combattants. Suite à l'arrestation de mes commandants, nous ont envoyés ailleurs, nous ont transférés sous les ordres d'accusés du Sud-Ouest. Et ils ont accusé mes anciens supérieurs d'être des traîtres. I just want to make sure I understood you. Le procureur, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi ce que vous nous avez dit. Vous dites que c'était l'état-major du centre qui avait confié à la zone sud-ouest, au cadre de la zone sud-ouest, la tâche de prendre le commandement de votre division. C'est bien cela? Réponse. À ce moment-là, nos forces n'avaient plus de dirigeants, car tous les commandants avaient été arrêtés. Et donc, ils les ont remplacés par des gens du Sud-Ouest, et c'est eux qui contrôlaient nos forces. Question. Je vous remercie. Toujours sur ce sujet, vous avez mentionné que un grand nombre de personnes avaient été arrêtées, et j'aimerais ici faire référence à un extrait de votre entretien avec le DCCAM 00 0548 43 en français 0043 3 57 à 58 et les pages correspondantes en anglais. Le président. Monsieur le procureur, je vous demanderai de bien vouloir répéter les ERN. Je vous en prie, faites-le plus lentement. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente mes excuses. Donc, en Khmer, 00, 05, 48, 43. En français, 00, 40, 33, 57 à 58. Et en anglais, 00, 6, 33, 881. Bon, votre réponse est un peu longue. Je vais simplement lire l'extrait qui nous concerne. Je cite. Ils disent que ceux qui avaient été arrêtés étaient des traîtres. Ils m'ont dit que mon dirigeant avait été arrêté parce qu'il faisait partie du réseau. Puis, il avait mis en cause d'autres personnes, ce qui a donné lieu à l'arrestation d'autres commandants du régiment. Pouvez-vous, je vous prie, nous expliquer ce que vous entendez par le concept de filière ou de réseau? Réponse. À l'époque, ce que j'ai compris, c'est que l'on a accusé mes dirigeants d'être des ennemis, des traîtres. Mais je ne savais pas pourquoi on les avait accusés d'une telle chose, car ils étaient des commandants au sein du rang. Et je ne sais pas ce qui se passait là-bas, mais ce que j'avais remarqué était la chose suivante. Les commandants de régiments et de divisions ont tous été arrêtés, mais ceux qui étaient de rang inférieur, eux, n'ont pas été arrêtés. Et j'ai su par la bouche d'autres que les personnes qui avaient été arrêtées étaient accusées d'être des ennemis. Le procureur. Il ne nous reste que quelques minutes. J'aimerais donc en revenir sur le procès-verbal
de votre audition par les co-juges d'instruction et Renan Khmer 00 270 166 en français 00 48 60 98 et en anglais 00 278 683. Vous y décrivez les personnes qui étaient détenues. Vous dites que ces prisonniers n'étaient à cet endroit que pendant 2 ou 3 nuits avant d'être envoyés à Tulslin. Pouvez-vous dire à la Cour comment vous avez appris que ces prisonniers étaient envoyés à Tulslin? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à la défense de Yang Sari. Maître Angoudon. Monsieur le Président, en fait, j'aurais dû le dire plus tôt, mais j'aurais espéré que le procureur ne suive pas cette série de questions. Le document E-124 établit les limites et le procureur s'écarte des limites établies dans ce document. Il fait ici référence à la prison et selon l'ordonnance, nous ne sommes pas censés discuter des prisons, des centres de sécurité. J'ai peur que le procureur, en effet, aille ici au-delà de la portée du procès. Le procureur, je vais brièvement répondre. Mon estimé confrère se fourvoie complètement, je regrette. Les questions pour ce procès comprennent les structures militaires et aussi le rôle de l'armée révolutionnaire du Kampuchea dans les purges. C'est au paragraphe 146 à 149 de l'ordonnance de clôture et se retrouve dans le document auquel mon confrère a fait référence. Je fais ici bien attention de ne pas demander trop de détails sur les bases de crime, les lieux de crime. Et j'essaie de voir ici, en plus d'explorer la structure et l'évolution de la structure de la division et des purges, et c'est pourquoi je n'ai posé aucune question sur la prison de la division 310, et je pense qu'il est tout à fait justifié d'aller chercher des renseignements, quelque limités soient-ils, sur l'évolution de la structure de commandement et le retrait des commandants au sein de la division. Le président. La Chambre note le fait que la question qui a été posée par le coprocureur à l'instant n'a pas de pertinence directe avec les faits et comme il s'agissait probablement de la dernière question posée par le procureur, la Chambre permet aux témoins de répondre.
Réponse. La raison pour laquelle je savais qu'ils étaient envoyés à Tulslang, c'est que les gardes qui étaient avec moi les escortaient jusque-là. Et lorsqu'ils revenaient de là, ils me le disaient. Merci, Monsieur Konkim, dit le procureur. Merci d'être venu témoigner. Je vais simplement préciser que le dossier contient les aveux de Shwonim Yes-Un. C'est le document IS 5.89. C'est la confession AS-21 du commandant de division de la division 310. Nous n'avons plus de temps. Merci de m'avoir accordé du temps supplémentaire. Je n'ai plus rien à ajouter. Le président, je vous remercie. Avocat principal des partis civils, co-avocat principal des partis civils, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je serai absent demain. Ce seront donc les co-conseils des partis civils qui poseront les questions à ce témoin. Madame Jetavani et Maître Beignet poseront les questions. Ceci pour information. Le Président, je vous remercie, Maître. Je remercie le témoin. Comme le moment est venu de lever la séance, nous allons procéder de la sorte et nous retrouver demain à 9 h. Au cours de l'audience de demain, la Chambre continuera à entendre le témoignage de M. Konkim. Monsieur Konkim, votre témoignage n'est pas encore terminé, votre audition n'est pas terminée, et nous aimerions donc vous demander de revenir dans ce prétoire demain pour poursuivre votre témoignage. Et nous demandons à l'huissier de séance de faire en sorte que M. Konkim soit hébergé de manière adéquate et qu'il soit de retour dans le prétoire avant 9 h. Le personnel de sécurité va à présent escorter M. Nunchea et Kyo Sampang, les raccompagner au centre de détention et faire en sorte qu'ils soient de retour dans le prétoire demain avant 9 h. L'audience est levée.